Mesdames et messieurs, chers amis, je vais brièvement d'abord vous présenter le projet Montesquieu, qui est un projet original. C'est le seul mot qui me vient qui soit suffisamment précis, c'est interconvictionnel. Mais je dois dire que ce n'est pas un mot que je trouve extrêmement esthétique. C'est pour vous dire que les membres de Montesquieu, il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans et des humanistes. Au passage, je souligne le fait que les trois premiers peuvent être également des humanistes. Ça n'est pas interdit. Et je pense même que ceux qui sont réunis dans le projet Montesquieu en sont. Il ne s'agit pas du tout de comparer nos convictions ou nos croyances. Je crois que ce qui nous a réunis dès le départ, c'est la conviction que ces convictions, que ces croyances étaient des pépites qui devaient nourrir ce bien si précieux qu'est notre cohésion, notre lien social, de mettre nos convictions et nos croyances au service de la cohésion et du lien social. C'est un travail, car au sein de Montesquieu, nous ne pensons pas la même chose. Et au fur et à mesure du travail, nous explorons et nous prenons conscience de la diversité de ce que nous pensons et de ce que les choses que nous pensons se frottent et parfois se collisionnent. Donc c'est un vrai travail. Une des choses qui a cristallisé ce groupe, c'est une expérience qu'a fait Julia Kristeva, qui est ici, et qui a été vraiment au fondement du démarrage de Montesquieu. Elle avait été invitée par le pape Benoît XVI à Assise, vous savez, ces rencontres interreligieuses. Et pour la première fois où Benoît XVI organisait cette rencontre, il avait introduit une novation. C'est souvent comme ça que ça se passe quand on prend en charge quelque chose, on le modifie un peu. Il avait introduit comme novation d'inviter des humanistes non-croyants. Et Julia a été la voix de ces humanistes non-croyants à cette séance d'assises. Cette expérience a été un des éléments qui nous a déclenchés, et notamment parce que avait été évoqué pendant cette séance d'assises quelque chose qui nous est apparu depuis à de nombreuses reprises comme étant la condition pour ce travail, qui est un travail qui demande de la résolution, c'est que nous ne soyons pas propriétaires de la vérité. Aucun d'entre nous n'est propriétaire de la vérité. Alors on peut le dire d'une façon plus simple, on peut dire qu'aucun d'entre nous n'est propriétaire de Dieu. Quand on le dit comme ça, tout le monde se rend bien compte que ça doit aller de soi, qu'on n'est pas propriétaire de Dieu. Mais on n'est même pas propriétaire de la vérité, y compris de la vérité sur Dieu. Ce qui veut dire, vous le voyez bien, que c'est un groupe qui, de ce point de vue, s'inscrit dans la tradition laïque, c'est-à-dire dans une tradition où aucune des familles religieuses, des familles de conviction, n'a la main sur le pouvoir politique, et où nourrir la cohésion, nourrir le lien social, ça n'est pas jouer un jeu politique. Une des choses d'ailleurs qui nous a déclenché dans notre recherche, c'est la difficulté qu'il y avait à valoriser nos convictions sans que pour autant nous apparaissions comme prenant des partis, non seulement politiques, parce que c'est un beau terme, mais des partis partisans. 6 ans que nous travaillons, une trentaine de personnes qui sont impliquées, pas tout à fait une soirée par mois, mais pas loin. Alors vous allez dire, 6 ans, c'est long. Dès le début, nous avions la conviction que nous ne travaillions pas pour nous et qu'il fallait que nous fassions, pour employer un terme fréquemment utilisé, notre coming out.
c'est-à-dire que nous livrions le fruit de notre réflexion. Eh bien, c'est ce soir. La méthode qu'on a choisie est une méthode assez simple, c'est-à-dire on a décidé de partager avec vous une séance de Montesquieu. Et cette séance de Montesquieu, donc dialoguer pour prévenir la violence, ce qui nous a inspiré, c'est 2 manifestes qui ont été échangés au printemps dernier entre Philippe Val et Tarek Oubrou. 2 manifestes avec 2 thèmes très forts, puisque dans un cas, il s'agit de l'antisémitisme, dans l'autre cas, de la place de l'islam dans la République. Donc 2 sujets qui sont au cœur des réflexions actuelles, et plus que des réflexions actuelles, au cœur de notre vivre ensemble actuel. Donc voilà, la soirée va se passer comme se passe une séance de Montesquieu, un dialogue entre Philippe Val et Tarek Oubrou, et ensuite 3 participants de Montesquieu qui vont s'exprimer. 3 participants parce qu'évidemment, mais j'espère que les explications que je vous ai déjà données vous permettent d'en tirer la conclusion par vous-même, il n'y a pas de position de Montesquieu. Il ne s'agit pas d'élaborer une position commune. Mais vous aurez comme 3 instruments de musique, vous aurez 3 personnes qui vont, à partir de leur expérience de Montesquieu, réagir à ce qu'aura été le débat entre Philippe Val et Tarek Oubrou. Et voilà la première forme de notre sortie. Nous espérons bien ne pas vous laisser attendre 6 ans avant de vous donner des nouvelles de Montesquieu. Je laisse la parole aux 2 débatteurs pour la première partie de la soirée. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à vous, cher public des Mardis des Bernardins. Je suis ravie de vous retrouver dans ce magnifique auditorium pour le premier mardi de l'année et pour cette soirée intitulée « Dialoguer pour prévenir la violence ». Alors, c'est donc parti pour 55 minutes de dialogue entre nos 2 invités de cette première partie de soirée. Ces invités, eh bien, je vous les présente tout de suite. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien directeur du journal Charlie Hebdo. On fait le journalisme. Oui. On n'est pas ontologiquement journaliste. On a un métier de journaliste. Vous exercez la profession de journaliste. J'ai exercé cette profession. Tarek Oubrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes imam de Bordeaux. Tout simplement. Tout simplement. Alors, avant que vous n'entriez en dialogue tous les 2, je signale aux téléspectateurs que ce temps d'échange sera, Hervé l'a dit, immédiatement suivi d'une 2e partie. Une 2e partie toujours en présence de nos 2 invités et lors de laquelle nous accueillerons donc 3 membres du groupe Montesquieu. Alors, comme je vous le disais à l'instant, cette soirée est construite autour d'un dialogue inédit. Il s'agit bien ce soir de dialoguer pour prévenir la violence. En avril 2018, 3 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, Philippe Val et Tarek Oubrou nous interpellaient à travers 2 textes engagés et largement relayés par la presse. Pour vous, Philippe Val, il s'agissait d'un texte intitulé « Manifeste contre le nouvel antisémitisme » et publié le 21 avril 2018 dans Le Parisien. Plus de 250 signataires avaient répondu à l'appel rédigé par un collectif dont vous, Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, faisiez partie. Parmi les signataires, des élus, des anciens ministres, des représentants de différentes religions, des intellectuels, des artistes. Et 3 jours plus tard, le 24 avril 2018 précisément, était publiée dans Le Monde une tribune intitulée « Nous, imams indignés ». Il était signé par une 30aine d'imams, dont vous, Tarek Oubrou, imam de Bordeaux. Alors, ces 2 textes qui peuvent, à première vue, sembler s'opposer, peuvent en réalité, lorsqu'ils sont lus précisément, dévoiler des convergences. C'est l'un des objectifs de la soirée, de faire sortir convergence et peut-être aussi affronter d'éventuels points de tension entre ces 2 textes. Dans un premier temps, eh bien, nous allons nous pencher sur le contenu de ces 2 textes et bien sûr, vous serez libre chacun de prendre la parole au moment où vous le souhaiterez. Philippe Val, nous allons commencer par le manifeste contre le nouvel antisémitisme, puisque c'est le premier texte à être sorti. Il faut rappeler
le contexte de sa parution. Nous sommes 1 an après l'assassinat de Sarah Halimi et à quelques jours à peine de l'assassinat de Mireille Knoll. À ce moment-là, dans quel état d'esprit êtes-vous? Et c'est une nécessité d'écrire ce manifeste pour vous? Oui, c'est une nécessité parce que d'abord, ce qui a, si on peut dire là, ce qui a poussé à bout et beaucoup de gens, c'était l'attitude d'un juge d'instruction qui refusait de classer parmi les crimes antisémites le meurtre de Madame Halimi. Donc là, il y a eu vraiment un problème. Il a fallu même que le président de la République transgresse quelque chose de sa fonction, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, lors de son discours du Veldiv, pour dire, attendez, il va falloir quand même que la justice le dise. Et donc, il s'est mêlé, il a fallu qu'il se mêle du pouvoir judiciaire. Effectivement, ça a été incroyable, cette histoire. Et la France, c'est le pays où le capitaine Dreyfus a gagné. Et c'est très important dans l'histoire juive, la France, et dans l'histoire aussi de l'antisémitisme. Et là, nous venions de connaître une séquence où 11 personnes en France étaient mortes parce que juives, assassinées parce que juives. Il fallait absolument faire quelque chose. Il fallait nécessairement faire quelque chose. C'était abandonner notre pays à quelque chose d'ignoble, à quelque chose qui n'est pas une république, qui n'est pas européen, qui n'est pas français. C'était quelque chose qui était contraire à tout ce qui a fait notre construction démocratique, à ce qui a fait notre respect des individus et de la construction de nos libertés. Il fallait absolument agir. Je pense que c'était brûlant. Voilà. J'aimerais justement, puisque vous venez d'en parler, faire allusion précisément à ce texte. Dès le début de ce texte, vous écrivez que l'antisémitisme est l'affaire de tous. Vous signifiez là que l'antisémitisme est bien d'abord l'affaire des citoyens, avant celle d'être celle des communautés. Ça signifie que l'antisémitisme vient questionner pour vous la République tout entière. Oui, il y a... L'antisémitisme a un sens particulier dans notre histoire, puisque le christianisme lui-même a déployé, pour se constituer dans ses origines, un antisémitisme. Donc, c'est une histoire lourde, ce n'est pas un racisme ordinaire, c'est un élément de construction d'une civilisation, vous voyez, de quelque chose de civilisationnel. Donc, c'est à prendre très au sérieux. Voilà, on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger l'antisémitisme, qui est un marqueur très particulier des sociétés, et de la société notamment française. Il s'exprime différemment dans d'autres pays, et parfois de façon d'ailleurs beaucoup plus virulente. Je pense d'ailleurs que l'antisémitisme français est pour une grande part un antisémitisme assez élitaire, plus élitaire que populaire, contrairement à d'autres pays où il est plus populaire qu'élitaire. Bon, c'est une grosse différence et c'est important. Donc, voilà, la France a donné une image et des idées et des philosophies politiques au monde. Et il était très important de traiter cette question, d'une façon singulière. La question de l'antisémitisme est une question singulière. On peut parler d'autres problèmes graves de la société, du racisme, du rejet de l'autre, etc. Mais l'antisémitisme, c'est particulier. Je me souviens de conférences de rédaction où je me faisais un petit peu engueuler par mes journalistes parce que je refusais que l'on mêle dans le racisme, sans le nommer, l'antisémitisme. Un racisme parmi d'autres. Non, ce n'est pas un racisme parmi d'autres parce qu'il a une autre signification. Et puis, il a eu d'autres conséquences. L'antisémitisme a eu des conséquences parce qu'il a fait s'effondrer l'Europe à la moitié du siècle dernier. Si on suit le fil de ce manifeste, il y a un mot qui revient dès le début, plusieurs fois, c'est le mot « silence ». Vous parlez d'un paradoxe tragique.
Vous dites qu'en même temps que ces attentats sèment la terreur, il y a un silence médiatique. Cette référence au silence face à l'antisémitisme contemporain, il revient à 3 reprises dans ce manifeste. C'est important. Elisabeth Badinter, lors du procès des caricatures, était venue témoigner et qui m'a aidé à rédiger ce texte avec Pascal Bruckner. Enfin, je l'aurais lu au fur et à mesure qu'il y a eu 10 ou 12 versions de ce texte avant publication. Elle était venue au procès des caricatures témoigner et avait dit au président s'ils sont condamnés, vous savez ce qui va arriver, monsieur le président, c'est le silence. Et c'est ce qu'il y a de pire dans une démocratie, c'est le silence. Dans un pays de liberté, le pire, c'est le silence. Qu'est-ce qui peut imposer le silence? Pourquoi le silence? Évidemment, le silence, c'est la peur. Au fond du silence, il y a la peur. Il y a un acquiescement silencieux pour essayer d'éviter le danger qui nous effraie. Et alors, il y a des accommodements. On voit ça, par exemple, d'une façon caricaturale avec le recul du temps, chez énormément d'intellectuels d'avant la Seconde Guerre mondiale, d'artistes, beaucoup d'artistes, des écrivains, et qui se sont tus, qui se sont tus devant les crimes de Staline, qui se sont tus devant les crimes que Hitler avait annoncés, prémédités, qu'il avait commencé à accomplir. Et voilà, ils se sont tus parce que une fois que la guerre est arrivée et que les Allemands ont occupé la France, beaucoup de ces gens ont collaboré avec les Allemands, comme on le sait très bien, ça fait partie de notre histoire. Et qu'est-ce qui est à la base de la collaboration? Peut-être qu'au fond, ils auraient préféré ne pas aller manger le soir à la Kommandantur avec von Scholtitz, etc. Non, peut-être qu'ils auraient... Mais en attendant, la peur et puis un confort et conserver ses privilèges, parce que, il faut bien le dire, les artistes connus, les intellectuels connus ont des privilèges auxquels ils tiennent beaucoup. Et c'était une façon de ne pas être en danger et de garder ses privilèges. Donc il y a tout ça. Je pense que les médias ont peur, comme ils ont eu peur récemment avec les Gilets jaunes, quand ils ont commencé à se faire courser par les Gilets jaunes. Ils ont préféré ne pas avoir d'ennui. Et puis ce sujet de la radicalisation dans l'islam et de l'antisémitisme qui s'y répand, ce sujet-là est très difficile à traiter sur le mode médiatique actuel, qui est un mode rapide. Donc c'est un dossier emmerdant, c'est un dossier compliqué, c'est un dossier sulfureux, c'est un dossier dangereux. Donc on passe dessus. Dans ce texte, vous êtes, Philippe Val, très explicite à cet égard. Vous écrivez « C'est bien la radicalisation islamiste qui est, selon vous, le véhicule de l'antisémitisme » et vous affirmez que ce phénomène qui est propre à notre époque n'est pas correctement évalué par les élites françaises. D'où vient, selon vous, cette mauvaise évaluation? Ça va nous mener loin, mais je pense que... je dis pas, comment vous dire, ce que je dis est sujet à débat. Voilà, moi je vous dis ça, après on peut en débattre. Je pense que les élites françaises ont eu bien des raisons morales de combattre le colonialisme et ce combat anticolonial qui était moins risqué d'ailleurs pour eux que le combat contre les nazis quand la France était occupée. Pour certains, il a pris l'aspect un peu d'un rachat. Enfin, bon. Et c'était plus facile sous la France de Gaulle ou de René Coty d'être anti. Mais ils étaient courageux. Et puis la lutte était juste. Il était nécessaire que les peuples se libèrent d'un joug colonial absolument, que rien ne pouvait légitimer désormais. Donc, cette lutte anticoloniale a soudé le monde intellectuel et qui s'est, il faut bien le dire, un peu auto-héroïsé, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin là-dessus, et qui a bâti son histoire au XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle, sur cette lutte anticoloniale et sur la défense des victimes. Et puis, quand les colonies ont disparu, que l'Afrique, notamment, a été entièrement décolonisée,
enfin, je mets à part l'Afrique du Sud, mais c'est un cas particulier, les enfin, la lutte anticoloniale a continué. Alors, elle a cherché des colonies, elle n'en a pas trouvé beaucoup, puis finalement, elle a fini par trouver Israël. Beaucoup d'anticolonialistes se sont reconvertis dans quelque chose qu'ils ont appelé l'antisionisme. Et si vous voulez, ça a été comme une boutique avec des clients, avec des jeunes gens à qui on peut parler, avec qui on peut communiquer, qui sont des élèves de l'université, qui sont des groupies, un peu. Vous voyez, les gens de l'université, les grands enseignants, parfois, ils ont cette faiblesse d'aimer un peu trop être aimés. Et quitte à dire n'importe quoi à ses élèves, enfin, quitte à faire de Mao Tse-tung une idole formidable pour les temps à venir, vous voyez, comme ils ont fait dans les années 70. Donc, il y a quelque chose avec la réalité, il y a un divorce des intellectuels avec la réalité qui est la marque du XXe siècle, qui est la marque de beaucoup d'intellectuels au XXe siècle, divorcés d'avec la réalité. Et quand l'islam a commencé à se politiser au tournant des années 80, avec le retour de l'ayatollah Khomeini en Iran notamment, immédiatement, les intellectuels, enfin beaucoup d'intellectuels français, avec Foucault notamment, qui est revenu là-dessus après et qui a reconnu son erreur, mais tout de suite, ils ont dit, voilà quelqu'un qui va défendre nos clients, c'est-à-dire les humiliés, les opprimés. Je pense que ça a marqué quelque chose, cette attitude, elle s'est développée au cours des années 80, et l'islam radical, je parle bien de la radicalisation au sein de l'islam, c'est un islam politisé, a été considéré par une grande partie du monde intellectuel, lequel forme les journalistes, formateur de journalistes. Cet islam a été considéré radical, a été considéré comme révolutionnaire. Enfin, avant, ils avaient déjà aimé Pol Pot. Bon, après, ils ont dit qu'ils se sont un peu trompés. Mais vous voyez, quand même, c'est erratique, cette trajectoire intellectuelle dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, ils ont considéré que cette radicalisation de l'islam était un phénomène social, qui était né d'injustice sociale, refusant de voir qu'il y avait une part de politique, il y avait une part d'histoire, il y avait une part de religion là-dedans. Et ça, parce que, évidemment, ce phénomène de la radicalisation au sein de l'islam s'est produit dans des sociétés tellement différentes les unes des autres. Ça s'est produit au Danemark, comme en Afghanistan, comme en Algérie, comme au Pakistan, enfin, dans des pays tellement différents. C'était tellement idiot de dire que c'était le produit de la France, de la République française qui n'avait pas fait son travail, alors que le même phénomène se produisait dans des sociétés qui avaient des attitudes totalement différentes, avec notamment l'immigration, totalement différente de la France, l'Angleterre, enfin bon, tout ça. Donc tout ça était aberrant, mais ils ont formé les journalistes qui traitent désormais, qui ont traité dans ces dernières années cette question-là de cette façon, comme un problème sociologique et non comme un problème politique. Politique d'abord, peut-être voire maintenant aussi théologique, philosophique, un projet de société qui y a là-dedans. Donc, si vous voulez, on était quand même dans... Moi, j'ai passé des années de stupéfaction à observer ça. Et cette façon de nier la réalité, moi, si vous voulez, je disais journaliste, j'ai pas été que journaliste dans ma vie. Je parle trop longtemps, Tarek, je m'excuse. Non. On va bientôt donner la... J'étais pas que journaliste. J'ai été artiste. J'ai fait beaucoup de scènes, beaucoup de théâtre, de musique, de la chanson, etc. Enfin bref. Et ça m'a appris à connaître mon pays puisque je jouais partout en France. Partout en France. Dans les années 70, des petites salles, des grandes salles, des petites villes, des grandes villes, des moyennes villes, des villages. Et j'ai travaillé pendant des années, notamment dans les régions minières, dans l'est de la France, en Lorraine, ou celle du sud-ouest de Casseville et tout ça, avec des organisations culturelles où les Arabes, les jeunes Arabes issus de l'immigration,
étaient dans le public, et des jeunes femmes, des jeunes hommes, étaient parmi les organisateurs, étaient directeurs de centres culturels, et on travaillait et on produisait des spectacles. Je n'ai jamais entendu pendant 10 ans le mot juif et le mot musulman. On travaillait ensemble, on avait d'autres discussions. Je me souviens de cette époque, mais quand j'ai vu disparaître ces lieux, j'ai vu disparaître ces gens aussi. J'ai vu se blanchir le milieu culturel, qui ne l'était pas dans les années 70 et jusqu'au début des années 80. Donc, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est politisé, qui s'est radicalisé à ce moment-là, qu'on n'a pas voulu voir. On a dit SOS racisme. Ça a été le début du lancement. Le Parti socialiste a lancé ce mouvement. C'était déjà trop tard. J'ai aimé ce mouvement, mais je savais qu'il était déjà trop tard. Parce que j'étais sur le terrain déjà depuis 10 ans et je travaillais avec les gens et je voyais ce qui se passait. Je voyais que tout d'un coup, ces gens qu'on aimait, qui étaient nos amis, qui étaient nos... Je ne vais pas employer de mots trop bouleversants, mais nos frères, mais vraiment. On se retrouvait d'année en année, on faisait la fête ensemble, on faisait des spectacles, des salles de spectacle bourrées, on riait ensemble, après on allait dîner. J'ai vu cette population devenir distante, et puis j'ai vu la méfiance, et puis je les ai vus disparaître des circuits, et puis après j'ai vu la haine. Vous voyez, il y a et on a dit ah bah c'est sociologique, mais la société était aussi dure à l'époque. Vous voyez, la République faisait pas plus ni moins qu'aujourd'hui, elle faisait moins même. Les choses se faisaient d'elles-mêmes. Quand la République a commencé à faire beaucoup, à mettre beaucoup d'argent dans les cités, etc., c'était déjà trop tard. Philippe Val, je me tourne vers Tarek Oubrou parce que c'est quelque chose aussi qui traverse vos deux textes et qui est mentionné dans vos deux textes, combien le conflit israélo-palestinien pèse également de manière importante. Et je sais que ça, Tarek Oubrou, c'est important pour vous, que ce conflit politique est devenu aussi un conflit religieux et qu'on est dans une logique d'identité qui vient presque confisquer la religion. Je voudrais d'abord souligner que notre tribune n'était pas une réaction par rapport au manifeste des 300 personnes. Oui, c'est important. Il était rédigé déjà avant l'apparition de votre texte. Donc on était déjà inquiet en tant qu'imam de voir se développer la violence en général et l'antisémitisme en particulier dans la communauté musulmane. Donc j'ai mobilisé quelques imams parce qu'il faut des convictions et un courage. C'est nécessaire dans les temps qui courent, vu la gravité de la situation. Donc on a besoin de visibiliser les religieux d'une certaine manière pour dire la parole religieuse. Parce que là, il y a beaucoup de confusion. L'islam est une religion qui est devenue civilisation sous l'effet de l'histoire. Donc il faut vraiment être un historien, un herméneute, un théologien, un anthropologue pour pouvoir séparer l'élément ou bien le nucléus incompressible spirituel de l'islam et l'enveloppe culturelle qui a permis sa réception et sa transmission. Et donc l'islam est devenu une culture, une identité et du politique, puisque les religions sont dans le monde. Bon, ils se mélangent avec la poussière de la terre et de la condition humaine. Donc voilà, les religions ne sont pas dans le ciel, surtout dans une religion où Dieu est resté dans le ciel. L'islam n'est pas une religion d'incarnation, donc il n'y a que l'homme qui est livré aux textes et aux commentaires en absence de Dieu, d'une certaine manière. Donc le problème aujourd'hui, en tant que théologien, bien sûr, ce problème-là, il convoque beaucoup d'éléments. Mais on est obligé, à un moment donné, de rationaliser l'approche. Il y a l'élément théologique qui incombe aux imams de faire ce travail de discernement entre ce qui est religieux, et relève de la transcendance, l'aspiration originelle de toute religion, c'est-à-dire la quête du mystère de Dieu. Et cette quête ne peut s'accomplir que dans la paix. Il n'est pas dans l'intérêt des religions d'entrer dans des guerres aux dépens de la transcendance. Donc, pragmatiquement, théologiquement parlant, ça ne rime à rien du tout d'avoir une perception belliqueuse de la religion. Sauf que dans le Coran, il y a cet aspect historique. Mais il faut être un herméneute pour pouvoir séparer l'historique dans le Coran et le principiel dans le Coran. Les religions sont... Dès l'apparition d'une religion, elle est attaquée. Jésus, toutes les religions ont été attaquées. Donc, c'est le même message, mais dans des histoires différentes. Le message de Jésus, le message de Mahomet, de Moïse, c'est le même message, sauf que l'enveloppe historique n'est pas la même. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est cet esprit se souffle, parce que les religions
relèvent des systèmes de l'esprit. Ils sont au service de l'homme. Ils ne sont pas contre l'homme. On ne peut pas se réaliser dans la transcendance aux dépens de l'humain, puisqu'il y a le souffle de Dieu dans chaque être humain. Donc, théologiquement parlant, cette violence est inexplicable, si ce n'est que dans la légitime défense, dans des situations historiques. Mais notre histoire n'est pas notre code. Le salafisme aujourd'hui, au lieu de reproduire l'esprit du texte, il reproduise l'histoire du texte. On est dans un régime théologique où l'histoire n'est pas normative. Il n'y a pas d'incarnation, donc il n'y a pas de Dieu dans l'histoire. Dieu, il communique dans l'histoire, mais il n'est pas dans l'histoire. Donc on est dans un régime théologique normalement sécularisé. C'est-à-dire Dieu est dans le ciel, l'homme est confronté au texte, le texte, ce n'est pas Dieu, et la parole ontologique, ce n'est pas la parole exprimée. On est déjà dans une sécularisation théologique, sauf qu'on est confronté à une identité de frustration, de vulnérabilité, qui parfois, ce discours de discernement, de complexité n'est pas audible. Nous le voyons aujourd'hui, même dans le débat politique. Aujourd'hui, tout le monde dit son avis, même dans la physique quantique. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est mon avis. La fiscalité, c'est mon avis. Tout le monde a son avis. Eh bien, les musulmans également, le vulgaire musulman a son avis également. Dans la théologie spéculative, dans la théologie herméneutique, dans le droit canon, il a un avis sur sa religion. Il pense qu'il suffit d'être musulman pour dire l'islam. Le problème, c'est qu'on souffre d'une ignorance, une sécularisation qui a éloigné les musulmans de la médiation savante, et puis il a provoqué cette désécularisation comme un retour sauvage au texte sans la médiation herméneutique. Donc c'est un problème culturel, puis un problème identitaire et moral, tout simplement. Il y a la morale qui disparaît, tout simplement. Il faut revenir à la morale. Et donc, quand on est dans la haine, on n'est plus dans la religion. Dans la vengeance, on n'est plus dans la religion. Donc, c'est problématique pour l'imam que je suis, pour le théologien que je suis. Donc, je suis entre le marteau et l'enclume. Il y a une société qui est apeurée et qui est inquiète, parce que cette visibilité de l'islam n'est pas expliquée, n'est pas intelligible. Et puis, il y a des musulmans qui ne connaissent pas forcément leur religion, ils sont dans le ressenti. Et puis, il y a l'économique, l'ignorance, l'échec. Ce sont des ingrédients, des catalyseurs de cette violence. L'islam, en vérité, le Coran n'est qu'un prétexte. Le texte est un prétexte, parce qu'il y a des a priori, il y a des préjugés sur l'islam. Et donc, effectivement, nous sommes dans cette équation assez complexe où il faut faire preuve de discernement. Cette ignorance, Tarek Oubrou, vous y faites évidemment référence dans ce texte sur lequel nous allons nous pencher, mais j'aimerais d'abord vous faire réagir à ce qui est écrit dans votre manifeste à vous. Après avoir dressé donc ce constat dont vous nous avez parlé, vous interpellez Philippe Val et ce collectif, non pas les responsables politiques, mais les théologiens. Et vous leur faites une demande très particulière, vous en appelez à leur responsabilité. Nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des Juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques, afin qu'aucun croyant ne puisse s'appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime. Tarek Oubrou, moi j'aimerais bien entendre votre réaction, savoir si vous pensez recevable cette demande. Je suis d'accord pour frapper d'obsolescence, mais l'esprit inepte de certains musulmans. Le texte, lui, il parle à son époque, donc il est en cohérence par rapport à son époque, parce que le Coran n'a pas été révélé d'emblée, c'est pas comme la Torah, il est révélé par fragments le long de 23 années, donc il répond à la situation sans contraire. Donc nous avons la contradiction n'est pas dans le texte, mais dans la réalité du texte. Mais il y a une cohérence par rapport à l'histoire. Enlever l'histoire, c'est absolutiser le texte tout simplement. Donc l'obsolescence, c'est au niveau herméneutique de certains ignares musulmans. Mais le texte, lui, il convoque l'histoire, l'anthropologie, une cohérence par rapport à son contexte. Il y a une règle très importante chez les herméneutes musulmans qui dit ce qui doit importer l'herméneute, c'est le sens contextuel du verset et pas le sens général. Donc à partir de là, le musulman savant, il est à l'aise. C'est l'esprit qui lit le texte et qui interprète. Parce que dans le texte, vous savez, la chose est au contraire. On a même des textes de loi qui sont abrogés par d'autres versets. Donc l'abrogation, elle est intrinsèque au texte lui-même. Donc, je ne vais pas entrer dans des complications herméneutiques. Le problème, nous souffrons d'ignorance, tout simplement. Et cette ignorance, malheureusement, elle est partagée par nos jeunes et un certain nombre d'élites, parce qu'ils confirment
justement la mentalité des jeunes qui pensent que la cause, c'est le texte. Non, la cause, c'est l'absence de médiation savante. Oui, oui. Il y a quelque chose que vous dites que je trouve très, très, très important et très juste et très profond. Quand vous dites qu'ils confondent l'historique et le principiel. Donc j'entends vraiment très bien cela. Et vous dites aussi, en d'autres mots, c'est une variation, vous dites les salafistes, en quelque sorte, parlent de l'histoire et pas de l'esprit. Voilà. Donc on est face à quelque chose de très... c'est très difficile de toucher à ces sujets-là. Mais je voudrais poser une question. Mais vraiment, c'est une question innocente. Enfin, innocente, c'est une question de bonne foi, en tous les cas. Je me pose la question. Les salafistes, effectivement, c'est très juste, je ne me l'étais pas formulé comme ça, mais vous avez raison, c'est très éclairant ce que vous dites. C'est l'histoire et pas l'esprit. Évidemment que l'esprit, c'est la même chose que Dieu ne m'appartient pas. Voilà, bon, c'est la même chose que disait Michel. Donc, ça veut dire que quand on est dans l'esprit du texte, quand on est... moi, je ne suis pas croyant, mais je respecte vraiment profondément... Enfin, après tout, je crois à des choses. Je dois bien l'avouer. Je crois qu'ils ne sont pas des choses divines, mais après tout, peut-être que ce n'est pas très explicable, ce à quoi croit chacun d'entre nous. On croit à des choses qui ont leurs limites dans la raison. Vous voyez, par exemple, même croire à l'art, au fond. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses, la beauté, bon, vous voyez ce que je... C'est pas antinomique. Non, ça va avec. Non, mais ça va avec. Je pense que c'est proche. Il y a des extases mystiques qui sont aussi des extases esthétiques ou des extases de sentiments de liberté, de grâce magnifiques avec la musique et les mystiques ressentent des choses voisines. Donc je respecte ça parce qu'on a besoin de ça pour vivre. Je ne sais pas qui a raison ou tort. Je ne veux pas en juger aujourd'hui. Bon, mais il raconte l'histoire, mais il ne la raconte pas entièrement l'histoire. Ils racontent une histoire, les salafistes. Je pense que pour qu'un croyant d'une religion, quelle qu'elle soit, mais comme dans l'islam, le croyant est aussi le citoyen d'une certaine façon. À la base, le musulman fait partie d'une communauté, enfin les musulmans font partie d'une communauté, l'Oumma, dans lesquelles ils ont des responsabilités, des liens... dont les salafistes disent qu'ils sont plus forts que ceux de la République, enfin plus importants que ceux de la République. Bon, vous allez voir où j'essaye d'en venir. L'histoire, ils ne la disent pas en entier. Et je pense que quand on ne dit pas l'histoire entièrement, on ment d'une certaine façon par omission. Et tant que l'on ment par omission, tant qu'on ne donne pas à savoir l'histoire, quand le sachant, quand l'intellectuel ne donne pas à savoir l'histoire dans son entier à l'autre, il assujettit l'autre. Son manque de confiance, son manque... il assujettit l'autre. C'est une façon d'exercer le pouvoir de ne pas tout dire. Et je pense que les musulmans, comme les autres, ont besoin, par exemple, si vous voulez, quand on a construit l'Europe... au début, traité de Rome et les années qu'on suivit, quand on a commencé à intégrer des pays, en plus des 6 premiers, on leur a demandé de... Après, on a un peu omis, on a fait des bêtises, mais on leur a demandé de faire un devoir de mémoire, notamment à l'Allemagne, sur son histoire. Et elle a fait ce travail, et ça, d'une certaine façon, changé le peuple allemand. Ça a fait un autre peuple allemand qui est sorti de la guerre. Ça a mis du temps, mais quelque chose s'est produit, quoi. Ils ont fait un travail. Je pense que ceux qui ont raconté l'histoire aux musulmans n'ont pas fait un travail de mémoire. Ils se sont arrêtés à l'histoire au niveau de l'écriture du texte, du temps de l'écriture du texte. Mais dans l'histoire, je pense que dans l'histoire du monde arabe, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas... vous voyez, je ne sais pas, par exemple,
Sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, le moufti de Jérusalem, c'est tabou, ses liens avec Hitler. Dans l'histoire du monde arabe, la question de l'esclavage, qui est une question très forte, très importante, qui dure des siècles et qui numériquement est beaucoup plus étendue, beaucoup plus grande que la traite transatlantique, qui est une horreur aussi, hein, mais on n'en parle pas, c'est un tabou. Alors que je pense que le monde arabe a besoin de son histoire. On ne va pas accuser les jeunes gens et les jeunes femmes d'aujourd'hui d'avoir trafiqué des corps humains. Ce n'est pas eux, mais c'est leur histoire. Et ils ont besoin de se la réapproprier pour la dépasser, pour être libres vis-à-vis d'elle. Et ça fait partie de toute cette histoire. Et je me demande, c'est une question que je me pose, et que je vous pose aussi, je ne sais pas comment on peut résoudre ça, mais comment on peut travailler l'histoire, cette histoire des musulmans aujourd'hui, dans leur histoire proche et un peu plus lointaine? Je fais la différence entre la mémoire et l'histoire. Oui, bien sûr. Voilà. La mémoire est plus subjective, l'histoire, oui. c'est plus complexe. Parce que dans la narration de l'histoire, il y a l'interprétation en même temps. Celui qui écrit l'histoire et l'interprète. C'est une difficulté épistémologique que les historiens connaissent beaucoup. Regardez, nous vivons dans la même réalité aujourd'hui sur les Gilets jaunes. Malin celui qui peut donner une histoire vraie des Gilets jaunes. Parce que c'est compliqué l'histoire. C'est touché à l'humain. Moi, ce qui va m'intéresser dans l'islam, ce sont les valeurs. Que chaque communauté musulmane passée assume sa responsabilité. Mais on ne construit des valeurs que sur une mémoire. Il faut savoir oublier parfois. Mais Parce pour que oublier, il faut déjà se souvenir. Voilà, il faut écrire l'histoire. C'est pourquoi j'ai dit, oui, l'histoire, avoir un peu de mémoire, mais il ne faut pas avoir des boulets de mémoire qui empêchent de le vivre ensemble. Justement parce qu'on est dans un conflit de mémoire. Et on ne peut pas construire un présent et un avenir si on ne fait pas l'histoire, on assume la mémoire, etc. Donc, moi, je suis très, très sceptique, d'une certaine manière. Le conflit de mémoire, mais il faut résoudre le conflit de mémoire. Parce que chacun écrit son histoire. Et est-ce que cette mémoire, elle ne peut pas justement trouver sa place et se développer Par dans contre, le cadre laïque aussi? Il faut trouver une mémoire commune, voilà, la République, qui doit digérer ses mémoires dans un métabolisme républicain commun. Je suis d'accord là, parce que là, on rationalise les mémoires. Voilà, que chacun garde dans l'intimité sa mémoire personnelle, familiale. La mémoire d'un Maghrébin, ce n'est pas la mémoire d'un Oriental, un Marocain d'origine, ce n'est pas un Algérien d'origine. Moi, la guerre d'Algérie, ça ne me dit rien du tout, je ne connais pas. J'ai une autre mémoire. C'est pourquoi je vois également en tant que théologien le monde autrement. Donc, moi, ce qui va m'intéresser en tant qu'imam, parce que c'est l'imam qui parle ici, j'essaie d'être dans mon rôle. Le théologique, il doit faire très attention. Il doit intégrer l'histoire, mais il ne doit pas être prisonnier de l'histoire. Parce que quand on veut créer un présent commun et un avenir en commun, il faut les bâtir sur des valeurs. Il y a des valeurs subjectives, intra-religieuses, les chrétiens, les juifs, les athées, les agnostiques. Qui sont des valeurs proches, d'ailleurs. Oui, sur les valeurs universelles, l'égalité, la dignité, etc. Sauf qu'on n'a pas parfois la même interprétation, parce qu'on pense ces concepts à travers une tradition, une culture, une mémoire individuelle. Nous avons besoin de rationaliser nos valeurs. Et à la République, chacun a le droit d'exprimer ses valeurs, mais à condition que cela ne trouble pas l'équilibre laïque de la République. Donc il y a des limites. Maintenant, à l'intérieur de ces limites-là, qu'est-ce qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on ne peut pas tolérer, tout simplement. Parce que si on commence un petit peu à entrer dans des considérations de tout sens, et dans toutes les directions, ce sera très difficile de faire un présent et un avenir commun. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est comment lire ma religion à la lumière des valeurs de la République et le contexte où je vis en tant que citoyen. C'est ça mon chantier. Maintenant, on peut avoir des débats sur la théologie, sur l'histoire, sur la mémoire, mais et la République a besoin d'un moment de répit pour pouvoir passer à un virage à tête d'épingle historique. Aujourd'hui, on est dans une situation assez grave. Ce sont les tripes qui parlent. Il n'y a plus de rationalité, même chez les intellectuels. Parfois, ça m'arrive d'écouter des hommes politiques et des intellectuels. Ils ne sont pas dans le discernement intellectuel. Ils sont devenus des ventriloques des masses. Il y a une orthodoxie de masse qui pèse sur l'intellectuel aujourd'hui. On a besoin de conviction, de courage,
mais cela doit s'exprimer dans le sens de l'intérêt de la République et de la société française. Alors, j'interviens parce qu'on a peu parlé de nous, imams indignés, et justement, Tarek Oubrou, vous renvoyez, dès le début de ce texte, vous parlez à vos concitoyens, vous renvoyez à ce cadre républicain sans arrêt, et vous évoquez une figure nationale que vous valorisez dans ce texte, qui n'est pas une figure de croyant, mais une figure républicaine. C'est le colonel Arnaud Beltrame. Et vous valorisez à intervalles réguliers dans ce texte ces valeurs républicaines qui sont, selon vous, le cadre de... On dit qu'il est chrétien, donc il a agi en tant que chrétien, en tant que républicain. C'est-à-dire que les valeurs des traditions ne sont pas antinomiques. Nous devons mettre au service nos valeurs spirituelles à un intérêt qui nous transcende, celui de la République. Vous parlez tout à l'heure de la notion de la Oumma. Sauf que nos musulmans mélangent la Oumma spirituelle de la Oumma politique. L'islam est une religion qui est devenue une Oumma spirituelle, qui est devenue, sous l'effet de l'histoire, une Oumma politique, où les minorités ont un statut conforme à la philosophie politique de l'époque. Ne commettons pas d'anachronisme. Le dhimmi, c'était le protégé, c'était la culture du temps. De toute façon, les minorités ont été persécutées. S'il n'y avait pas ce statut théologique de minorité, il y aurait une extermination radicale et systématique des catholiques et des juifs. C'est ce statut imparfait, parce qu'il est en lien avec l'histoire du moment coranique et qui a été perpétué pendant le Moyen-Âge, avant l'émergence de l'État-nation, qui est une nouvelle configuration politique. Nous étions dans un système impérial où il n'y avait pas la citoyenneté, la notion de la société, l'État-nation n'existait pas. Donc c'était un régime qui correspondait à l'époque. Il est imparfait par rapport à nous aujourd'hui. Donc il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. Les textes étaient en cohérence relative avec l'époque. Ce qui va m'intéresser, c'est comment extraire de ma religion les valeurs qui me permettent de vivre avec l'autre dans sa différence. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés mondes. Une intrication virtuelle et réelle des cultures et des religions. C'est une situation inédite. Le virtuel devient plus réel que le réel. Comment penser la théologie de l'altérité? Ça m'intéresse, je travaille sur ça. Donc, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que ce moment de crise, c'est une opportunité offerte aux religions de se revisiter. Parce qu'en tant que croyant, Dieu n'a pas cessé de me parler à travers les signes du temps, comme disent nos frères chrétiens, les signes de temps. Ça veut dire que Dieu n'est pas muet, il me parle, ce qu'on appelle ayat, les signes. Donc, c'est-à-dire que le monde me parle. Comment je dois réajuster ma théologie, mon éthique, dans les valeurs de la République, qui est un donné à intégrer dans l'économie de la théologie et du droit canon musulman. C'est le travail que nous devons faire, en tout cas, en tant qu'imam, en tant que théologien musulman de France. Et je pense que la question, enfin, on reviendra peut-être ou pas d'ailleurs sur cette question de mémoire, mais je pense qu'elle est décisive parce que la mémoire d'un jeune Allemand ou d'un jeune Arabe ou aujourd'hui, elle est nécessaire. Ma mémoire, mais c'est une mémoire commune. Moi, je pense, vous voyez ce que je veux dire? Je n'accuse pas l'autre d'avoir ça dans sa mémoire. Je prends en charge sa mémoire qu'il assume moi aussi. En tant qu'être humain, il est un être humain, je suis un être humain, et les êtres humains ont fait ceci, ont fait cela. C'est des choses absolument épouvantables et atroces, des belles choses aussi, mais et des choses qui ont marqué l'humanité, pour le meilleur et pour le pire. Je l'ai en commun. Je ne demande pas qu'on fasse un devoir de mémoire auquel j'assiste comme un spectateur et un juge. Je suis partie prenante. Vous voyez, bon. Mais la question l'autre question, enfin, vous dites, vous l'exprimez comme ça, Dieu me parle. Dans moi, je suis théologien, il me dit je dois faire quelque chose pour que ma transcendance soit cohérente avec l'immanence républicaine, on pourrait dire. Hein, et pratiquement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit d'urgence pour urgemment pour commencer à faire le travail d'une certaine façon pratique? Quelles sont les choses qui vous semblent à vous prioritaires? C'est ce que j'appelle une théologie de l'apaisement.
On a besoin aujourd'hui d'un discours qui ne s'inscrit pas dans la surenchère de revendications qui pourrait rendre l'équation islamique encore plus complexe. Je travaille sur la visibilité discrète de l'islam en termes d'orthopraxie. On a fait une erreur théologique vers les années 80 qui consistait à adapter l'islam au droit français. Le droit me permet de m'habiller comme je veux, de m'exprimer comme je veux, etc. Donc on était, cette génération, plus dans un répertoire juridique que dans un répertoire civilisationnel. Donc, j'ai commencé à écrire un livre sur la charia de minorité, c'est-à-dire une charia relative, fractale, où le tout est dans la partie, ça veut dire relativiser l'orthopraxie. La charia, c'est l'orthopraxie. En éliminant le droit qui gère la société, parce que la charia, ce n'est pas le droit, forcément. Hein. Donc, j'ai développé une théorie normative au sein de la laïcité française. Et j'ai commencé à penser l'adaptation en termes juridiques. Tant que le droit me le permet, c'est une orthopraxie légale. Donc, puisque c'est légal, je la revendique. Je me suis rendu compte que la culture est plus normative que le droit. Ce qui est le plus important dans une civilisation, ce n'est pas le droit. C'est la sociologie des mentalités, la perception. Donc j'ai complètement, pour le coup, ma charia était caduque. J'ai dû changer complètement ma perception et négocier la visibilité en termes de culture et de perception de l'autre. Comment l'autre me regarde. Ce que j'appelle une théologie de l'altérité, l'éthique de l'altérité. C'est-à-dire sortir d'un islam qui parlait uniquement avec les musulmans, un islam médiéval, dominant, impérial, parce que jusqu'à présent, nous fonctionnons sur un régime médiéval, théologique et canonique. Donc il faut sortir de cette vision de domination qui était l'effet de l'histoire. Cette domination de l'islam n'était pas décrétée dans le Coran. C'est l'histoire qui a permis de sortir de la Mecque, de venir à Médine où il y avait un État et que le prophète a pu constituer des guerres. Mais ça, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la vie du prophète qui relève du temporel et il y a une partie de la vie du prophète qui relève de la pastorale. Donc déjà, la figure du prophète doit être décortiquée. Tout n'est pas religieux dans les actes du prophète en termes d'absolutisation de la norme. Donc c'est un travail énorme. C'est vrai que nous sommes pressés à réformer, mais doucement. Il ne faut pas trop nous braquer, parce que la situation psychologique ne permet pas le confort intellectuel de beaucoup de nos corps religionnaires. Il faut s'extraire de cette pression pour pouvoir penser ce que je suis en train de développer. Donc, je suis sorti de l'adaptation au droit à l'adaptation à la culture et à la civilisation. Là, on change complètement d'herméneutique de la norme. Donc voilà, tout ce qui est légal n'est pas forcément à appliquer en termes de visibilité de l'islam parce qu'elle est mal comprise. Et nous sommes dans un moment tripal, émotionnel, irrationnel, où nous devons éviter cette logique de revendication des droits des musulmans à outrance parce que cela pourrait être mal compris par la société déjà en crise. Nous sommes en train, c'est une visibilité qui dope le laïcisme, dans le sens le plus négatif du terme, qui développe et qui catalyse un christianisme identitaire qui risque de trahir les valeurs du christianisme lui-même. Donc cette visibilité qui est perçue comme une agression, parce qu'il n'est pas expliqué. Ça ne veut pas dire que le musulman il a l'intention d'agresser les autres, mais sa visibilité est perçue comme une agression. Il faut que le musulman prenne en considération ce risque. Ce qui est très important également, Tarek Oubrou, c'est que les canaux de diffusion de l'islam radical sont extrêmement puissants et qu'il faut trouver des moyens de les contrer. Avez-vous ces moyens aujourd'hui? Écoutez, le professeur Abadi au Maroc le problème, ce n'est pas la radicalisation. Le problème, c'est qu'on est en train de recycler un droit canon médiéval, une théologie médiévale qui crée de la violence symbolique et qui produit cette radicalisation physique. Vous donnez un mauvais produit à des musulmans qui les radicalisent, pas parce qu'ils veulent se radicaliser, mais parce que le produit théologique, le produit canonique, il produit déjà une violence à l'intérieur des musulmans qui n'est pas... Il faut changer. C'est un travail. Vous savez, l'Église catholique, il a fait ça pendant 2 siècles. Vous demandez aux musulmans de le faire en 30 ans, c'est...
Mais les mesures que, dans l'idéal, vous proposeriez, que vous conseilleriez en tant qu'autorité théologique aux croyants, dont vous pensez que les comportements, effectivement, provoquent des réactions. Moi, je pense qu'il y a l'effet du discours qui a un effet latent, parce qu'entre le produit théologique et sa réception par la communauté, il y a toujours un effet de latence. Et puis, je fais confiance aux valeurs de la République et à l'efficience de l'histoire. Les musulmans sont en train de se séculariser, qu'on le veuille ou non. Et bien sûr. C'est une violence qui est symptomatique et qui annonce presque la fin d'un cycle. Cette violence n'est pas le début, c'est la fin. C'est comme, je pense, comme une bête qui... Il ne faut pas que la fin dure trop longtemps, quoi, parce que espérons. c'est ça le problème. Mais voilà, je pense que ça ne va pas durer de toute façon parce que on compte les musulmans qui se convertissent, mais d'après certaines statistiques, il y a plus de musulmans qui quittent l'islam que de musulmans qui entrent en islam. C'est-à-dire que cette radicalisation, non seulement elle fait peur à nos concitoyens non musulmans, mais elle fait sortir beaucoup de musulmans de la religion musulmane. Oui, et d'ailleurs, je pense, pour revenir un petit peu en arrière dans notre discussion, que les intellectuels qui ont eu l'attitude de silence ou d'explication sociologique de la radicalisation ont fait un tort fou aux musulmans. Parce qu'ils ont légitimé une forme de radicalisation qui terrorise les musulmans, qui fait peur, ou en tous les cas qui les entraîne dans une voie, une situation au sein de la nation qui n'est absolument pas souhaitable. En faisant un antiracisme de pacotille, ils les ont parqués et ils les ont catégorisés au sein de la société. Et je pense qu'ils ont fait, c'est une erreur intellectuelle, encore une de plus, au XXe siècle, qui a des conséquences tragiques, en tous les cas en France. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Moi, j'ai une question, savoir si cette voie nouvelle que vous appeliez de vos voeux dans ces 2 textes vous semble s'ouvrir. Vous êtes là ce soir pour dialoguer. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, des gens qui sont venus vers vous, des débats qui se sont installés depuis la parution? Écoutez, il n'y a pas d'obligation de résultat. L'essentiel, c'est de vrai, comme disait Gramsci. Mais c'est intéressant aussi optimisme de la raison, Oui. pessimisme de la raison et optimisme de la volonté. Bon, c'est un devoir que de changer les choses. De toute façon, il faut s'inscrire dans l'action. Bien sûr. Personne ne peut prévenir. Aujourd'hui, plus que jamais, on est dans l'incertitude totale. Déjà une incertitude qui a contaminé la physique. Que dire de l'anthropologie et du politique? L'essentiel, c'est d'avoir des valeurs et de défendre ces valeurs. Oui, mais il y a quand même une urgence, puisque la radicalisation au sein de l'islam a produit plus de 250 morts en très peu de temps dans un pays d'immigration. La France est un pays d'immigration. Donc il y a une vraie urgence à essayer de trouver un moyen d'arrêter ça. Alors je pense que pour une génération c'est foutu, mais celle qui vient derrière, il faut vraiment leur parler. Il y a beaucoup de résistance de toute façon, mais c'est une question également d'école, des médias, d'hommes politiques. C'est un fait. Des parents. Oui, surtout. Et donc c'est un fait qui dépasse le seul répertoire de l'islam en tant que religion. Donc tout le monde doit assumer sa part de responsabilité. Oui, mais on ne nous laisse pas beaucoup de... Enfin, personnellement, vous voyez... Comment vous dire, quand ce texte a été publié, on est dans un pays de vieille, un pays laïque qui a réglé beaucoup de problèmes avec la religion quand même, pas simplement en 1905, mais c'est une longue histoire, la laïcité. Parce que déjà, nos rois ne voulaient pas être sous l'autorité de Rome et avaient beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'autorité romaine, mais quand ce texte a été publié, je me suis retrouvé dans une situation
qui est celle de ce qu'on appelle les personnes menacées. C'est pas normal qu'en France, cette chose puisse se produire. J'espère qu'un jour, ces menaces vont se lever. J'espère qu'un jour, mes camarades vont pouvoir, ceux qui sont sous cette menace, vont pouvoir retourner dans la rue librement sans être accompagnés par des policiers, parce que c'est pas digne d'un pays démocratique que votre tribune ou la mienne attire, enfin la mienne, la nôtre, enfin les nôtres, si vous voulez, attire sur des individus une violence pareille. Donc il y a quand même une urgence, parce que la société, c'est un signe... D'abord, je pense que c'est une atteinte à la souveraineté démocratique, c'est une atteinte très grave, et je pense que ça ne peut que s'aggraver si ça n'est pas traité par par tout le monde, enfin, et évidemment aussi et beaucoup, je le souhaite, par les musulmans, qui une fois de plus sont, avant d'être des musulmans, sont nos frères humains. Enfin, qui sont concernés en tant que corps humain, on pourrait dire, par la violence qui s'installe. Nous avons déjà dépassé notre temps. Nous allons maintenant... Merci vraiment à tous les deux pour ce dialogue. Vous restez avec nous, bien sûr. Et puis, nous appelons les 3 autres invités de cette soirée pour la deuxième partie. Nous ont rejoint sur ce plateau, à gauche de Tarek Oubrou, Jean-Paul Delevoye. Bonsoir Jean-Paul Delevoye. Vous êtes haut commissaire à la réforme des retraites et ancien ministre. Yann Boissière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rabbin du mouvement juif libéral de France et président des Voix de la Paix. Juste en 2 mots, qu'est-ce que c'est les Voix de la Paix ? C'est une association qui œuvre dans une dimension d'un mot qui a été prononcé tout à l'heure, interconvictionnel, qui veut dire des convictions religieuses, mais aussi non religieuses. Et à vos côtés, le pasteur Laurent Schlumberger. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes l'ancien président de l'Église protestante unie de France. Et aujourd'hui, vous vous occupez d'une communauté dans Paris, oui. Au nord-est de Paris. Alors, évidemment, on a très envie, à ce stade de la soirée, d'entendre vos réactions successives. Alors, très simplement, je vais vous demander s'il y a un point sur lequel vous souhaitez particulièrement réagir, tous les 3. Ou revenir avec les invités. Écoutez, je vais rebondir sur un des propos de Philippe Val qu'il a prononcé au début de son intervention, quand il a dit que dans une démocratie, le pire, c'était le silence. Et je voudrais rebondir sur cette idée que je partage, pour dire qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, une des choses qui me frappe, c'est combien, sous le vacarme des opinions, il y a un silence des convictions. Et je ne mets pas du tout la même chose derrière ces 2 mots. Les opinions, Tarek disait tout à l'heure que chacun a son avis, c'est dans l'expression publique, notamment sur les réseaux sociaux, mais partout, chacun a son opinion, et alors on est accablé d'opinions qui se déversent sans justification. Mais une conviction, ou peu de justification à une conviction, c'est quelque chose qui engage la personne, c'est quelque chose qui engage une argumentation, c'est quelque chose qui engage dans une action et dans une action publique. Et là, il y a, hélas, malheureusement pour la République, un manque de conviction criant. Or, les croyants, en général, sont des gens de conviction. Et ces convictions, qu'elles soient le fait de croyants religieux ou de croyants non religieux, voilà, vous disiez ça tout à l'heure, ces convictions sont des ressources extrêmement précieuses et trop rares au sein de la République. Je crois qu'il faut essayer de chercher à débusquer, à sortir, à valoriser l'expression des convictions de toute nature pour pouvoir les mettre en débat. Par peur, on pourra revenir sur les raisons de cette peur, on essaye de les écarter, de les faire taire, d'être dans le déni des convictions. Une conviction trop forte serait quelque chose de suspect et de dangereux, alors qu'au contraire, je crois qu'il faut trouver les voies, les moyens, que des convictions puissent s'exprimer et puissent entrer en conversation les unes avec les autres. Il y a un apprentissage nécessaire alors du dialogue interconvictionnel. Et qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'autrefois. Pourquoi ? Parce que l'accélération de ce qu'on appelle la globalisation fait que nous habitons les uns chez les autres, donc on se frotte beaucoup plus les uns aux autres, et c'est quelque chose d'envahissant qui nous pousse au contraire, trop souvent, à un repli identitaire qui apparaît comme une porte de sortie, une protection contre cette globalisation. Et donc nous entrons dans un déni des convictions, au lieu d'entretenir et d'apprendre à pouvoir, au contraire, échanger et partager sur ces convictions.
Yann Boissière. Oui, j'ai noté plusieurs points. Le débat a été très riche. 2 points chez Philippe Val et un chez Tarek Oubrou qui m'ont particulièrement interpellé. Tout d'abord sur effectivement l'antisémitisme. Je pense que effectivement l'antisémitisme est quelque chose de spécifique. C'est quelque chose qui est peu accepté parce que dans la culture volontiers morale et indignée et soucieuse de justice, à peine parle-t-on d'antisémitisme que déjà il faut y rajouter l'islamophobie, comme pour faire un équilibre, un faux équilibre qui tétanise le débat, qui ne rend ni justice ni aux juifs ni aux musulmans et qui ne traite pas de la spécificité. Il y a une spécificité de l'antisémitisme. C'est pas, il y a aucune gloire à en tirer, mais il y a une histoire extrêmement spécifique et quand il faut être précis, il faut pouvoir en parler. Donc ça, c'est un vrai point d'achoppement dans le débat actuel, je pense. On pourra peut-être aborder ça de manière plus précise. Ensuite, il y a la question de l'antisionisme, dont on sait qu'il est un avatar récent de l'antisémitisme, ça c'est sûr. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que c'est la faculté que ce débat a de migrer immédiatement en des termes religieux juifs musulmans. Et je trouve que, d'ailleurs, aussi bien au sein du monde juif que je connais bien, que dans le débat social ou sociétal en général, on n'insiste pas assez sur le fait que, par exemple, la création de l'État d'Israël qui focalise le point d'attention, qu'est-ce qui s'est passé en 1948, pourquoi les Arabes n'ont pas créé aussi leur État, est fils du droit international. Je pense que c'est une dimension qu'on ne met pas assez en avant. Il y a une histoire de ces textes, tout point est analysable de manière critique, mais pour moi, c'est absolument pas un conflit religieux, c'est avant tout un conflit qui met évidemment des peuples en jeu, mais qui est une histoire avant tout politique. Et puis un point très fort que j'ai trouvé chez Tarek Oubrou, qui a lieu avec la spécificité peut-être de ce groupe Montesquieu, qui le rend si précieux, je pense, dans le débat actuel, c'est l'incompréhension qu'il peut y avoir autour de ce qu'est un texte religieux. Il est vrai que c'est quelque chose qui m'avait gêné dans le premier manifeste, à savoir cet appel des intellectuels à modifier un texte, comme si effectivement le fait de modifier les textes de base, les versets de base, était une recette pour plus de tolérance. C'est se méprendre complètement, enfin d'abord sur la faisabilité, comment des milliards de personnes qui adhèrent à ce texte, pour des bonnes ou mauvaises raisons, pourraient changer leur point de vue. Donc en termes d'efficacité, c'est nul et non avenu. Mais même de toute façon, c'est pas comme ça que fonctionnent les religions. Et je pense que la notion, s'il y a une exigence à exiger, c'est précisément des interpréteurs des textes. Les textes, ils sont ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, ce serait se voiler la face d'essayer d'ignorer ou d'éradiquer le fait que ces textes parfois sont violents, parce qu'ils parlent d'une réalité violente. Dans la Bible, il y a des passages qui sont inadmissibles pour une conscience moderne. Mais le travail du religieux, le boulot du religieux, c'est de se coltiner ces textes tels qu'ils sont et de les faire résonner d'une autre manière. Donc la responsabilité, effectivement, est à exiger des interprétants du texte. Alors là, oui, responsabilité maximum. Ce qui m'en fait venir à la situation aujourd'hui. Bon, bah ça, c'est la manière dont fonctionnent les religions. Mais donc aujourd'hui, quoi ? Eh bien, je dirais que effectivement, là on peut ressentir un petit déficit de la part du monde musulman sur une parole éclairée, et c'est certainement pas à Tarek Oubrou que je vais le dire, puisqu'il est en pointe sur ce... mais là on est face à la question de Staline, combien de divisions ? Face à la parole des radicalisés, moi il se trouve que je vais souvent en prison, j'étais en prise avec des lascars 25-30 ans, c'est vrai que malgré l'humanité que je pouvais peut-être ressentir, il en reste toujours un peu, on se dit, bon bah là c'est foutu, quoi. Donc éducation pour les tranches d'âge, pour les classes d'âge les plus jeunes, mais surtout une question de rapport de force. Les radicalisés vont continuer à parler, je pense qu'il y a très peu d'énergie à investir sur le fait de leur faire changer d'avis. Par contre, il faut que les éclairés, les modérés parlent plus fort, c'est tout. Donc il faut des nombres plus grands, parce que les radicalisés existeront toujours, ils auront toujours la même parole, et encore une fois, il y a très peu de chances de leur faire changer d'avis. Donc c'est une question de rapport de force. Et puis je dirais, et peut-être l'État ne joue pas assez cette carte, c'est quelque chose qui dans le monde juif existe, je pense qu'il faut faire émerger une notabilité musulmane, parce que c'est comme si on cherchait à résoudre le problème de... Pour moi, le problème de l'islam est un problème aussi d'acceptation de l'islam dans la société française, qui est pétrie de préjugés, d'ignorance, ça c'est certain, mais il y a aussi, pour moi... L'acceptation de l'islam ne se joue pas à la verticale de la mosquée. Certes, il faut des imams, des théologiens informés, éclairés qui parlent, mais c'est aussi dans la sociologie des gens qui sont porteurs de culture musulmane. Et ça, c'est quelque chose que je ressens très fort dans le monde juif. C'est sans doute ce qui fait sa force. Pour un jeune juif, en tant que modèle aspirationnel, eh bien, il a le modèle de l'animateur télé bien connu, il a le modèle du théologien respectable, il a le modèle du grand rabbin de France, il a le modèle de l'intellectuel fougueux, anti-religieux, mais tellement juif, il a le modèle de Chagall, de l'artiste, etc. Donc il y a tout un tas de modèles qui présentent une visibilité
de la culture juive dans la société. Et c'est de la diversité des modèles c'est là que se joue la légitimité d'une culture dans une société. Le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a pas encore cette diversité. Peut-être que le monde intellectuel ne prend pas non plus assez la parole. Donc voilà, on en est là. Et je pense que d'ailleurs, il y a au passage une responsabilité de l'État dans cette situation-là, qui cultualise le problème. C'est son rôle. Il faut organiser le culte. Il y a bien des problèmes à résoudre, le financement, les mosquées, la formation des imams, c'est entendu. Mais du coup, l'État restreint un petit peu aussi le focus et joue peut-être trop, parce que c'est le tropisme un peu gallicaniste de l'État français depuis des siècles et des siècles, mais du coup, à trop cultualiser les débats, on en revient à la recherche de l'imam improbable, génial, qui pourrait, de sa seule parole, etc. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que la respectabilité de la culture musulmane, qui est si désirée aujourd'hui, elle passe par la diversité des modèles, et c'est donc tout un vaste spectre de personnalités, de culture musulmane qu'il faut encourager à prendre la parole. Vous voulez répondre tout de suite? Oui, là, je ne peux qu'être relativement d'accord avec vous, parce que l'islam, ce n'est pas une culture. C'est une religion. La culture du musulman français, c'est la culture française. Un animateur, c'est un animateur. Un footballeur, c'est un footballeur. Un danseur de ventre, c'est un danseur de ventre. L'islam, moi, c'est pas une ethnie, l'islam. L'islam n'est pas une religion ni d'église ni d'un peuple. À partir de là, on n'est pas dans le même régime théologique. Moi, je veux pas de modèle d'animateur, etc. Ça, c'est le modèle républicain. Je suis pour l'assimilation dans la citoyenneté, et l'islam, c'est un culte. Et c'est une religion d'abord. Donc il faut faire le discernement, c'est très important. On ne va pas communautariser les musulmans, on va faire des quotas, donc, etc. Je vous parle en tant que théologien, en tant que canoniste. Donc moi, je me méfie des animateurs modèles pour le musulman. Non. C'est les valeurs, la rectitude, la bonté, la générosité, la charité, l'excellence, le dévouement pour la République, pour la société. Oui, ce sont des valeurs que je considère des valeurs musulmanes. Mais là, des modèles, et ça c'est un problème de l'école, de l'intégration, c'est un problème politique qui n'a rien à voir avec la religion en tant que telle. Moi, je ne me plaçais pas dans la nécessaire, peut-être, réforme de certains aspects de l'islam, mais il est évident que dans la société d'aujourd'hui, ces aspects-là sont très, très importants. Et si l'une des difficultés, comme je pense ce l'est, c'est aussi l'acceptation par la société française de ce fait islamique, alors parfois purement théologique, parfois purement violent, parfois purement politique, etc., mais aussi culturel, je pense qu'il y a une stratégie, c'est pas quelque chose qui peut être pensé et décidé par qui que ce soit, mais je pense qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait tout un spectre. C'est la République qui doit faire son travail de l'intégration, tout simplement, dans l'entreprise, dans l'école, dans les responsabilités politiques. Ça, c'est politique, c'est pas religieux. Quand on dit que la République fait son travail, c'est une manière de dire. En réalité, c'est l'individu qui fait son travail. L'individu au sein de son milieu, de sa famille. La République, elle n'est pas là pour non plus tracer le destin des gens. On dit que la République fait son travail quand ça a marché parce que c'est une communauté sur lesquelles... c'est des gens qui sont d'accord sur rien, sauf sur quelques bricoles essentielles, les libertés, les lois, la Constitution... Voilà. Mais sinon, c'est une grande diversité d'individus responsables. Je pense que ce que peut-être que vous vouliez dire, c'est que des individus responsables, par hasard musulmans, peut-être musulmans, mais qui sont dans la société, on apprend qu'ils sont musulmans. Comme moi, dans les années 70, quand je sillonnais les centres culturels et les théâtres, je rencontrais des types. Et par hasard, ils étaient musulmans, mais ce n'était pas la question. Ils étaient d'abord musiciens ou directeurs de centres culturels ou je ne sais pas quoi. Bon, citoyens. Et ce par hasard est très important. Par hasard, musulman. Bon, mais il est très important. C'est ce que voulait dire, je pense, Yann. Et on manque de cette... c'est comme si aujourd'hui, au contraire, quelqu'un qui est musulman mettait d'abord le fait qu'il est musulman entre vous et lui. Et c'est cette chose-là qu'il faudrait travailler peut-être. Parfois, c'est la société qui crée le musulman. Non, mais bien sûr. Voilà. Non, mais bien sûr. Mais ça n'est plus si vrai aujourd'hui. Enfin, je pense que moi, j'ai vu se retourner les choses historiquement dans mon pays. Et j'ai bien vu que dans un milieu qui était traditionnellement très antiraciste, qui
qui était le mien. Hein, bon. Les jeunes gens qui étaient musulmans étaient d'abord des jeunes gens qui avaient une fonction autour de nous, avec nous, de responsabilité, d'inventivité. Après, ils étaient musulmans ou d'origine musulmane, enfin de tradition musulmane. Mais rien ne les renvoyait au fait qu'ils étaient musulmans. Rien. Pratiquement rien. Enfin, moi, je ne me souviens pas de ça, en tous les cas. Je ne me souviens pas de Je pense que c'est un thème qui s'est tout simplement imposé à nous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Avant, on jouait au foot avec, avec Mohamed, voilà, et on s'en fichait. Et après coup, oui, il est musulman, il n'est pas musulman. C'était même pas thématisé. Aujourd'hui, l'identité apparaît comme un... Alors, le problème, c'est que si l'identité... Pas que chez les C'est un musulmans. mouvement qui traverse toutes Si les l'identité traditions. se définit uniquement par le prisme religieux, alors on a un gros problème. On est un petit peu là. C'est pour ça que, sachant que l'identité s'est imposée, encore une fois que ça nous veuille ou ça nous plaise ou ça ne pas, il est intéressant de la distribuer sur tout le spectre des expressions sociales différentes. L'artiste, encore une fois, l'animateur. C'est pas une stratégie, mais sachant que l'identité maintenant c'est ça, il est intéressant qu'il y ait plusieurs modèles d'identité. Et je pense que se joue là quelque chose d'important pour l'islam, son insertion et son acceptation aussi pour des gens qui ne sont pas toujours bienveillants au départ, mais que ça aiderait considérablement à dire, il y a eu des textes, j'ai vu des textes d'intellectuels, de physiciens, etc. C'est intéressant. Alors, il ne faut pas tout mélanger, bien sûr. La théologie reste un noyau spirituel, distinct, mais en termes social, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé et que le problème de l'islam ne doit pas être restreint à la question des cultes, des mosquées, de l'imam intelligent capable d'articuler. Bien sûr que c'est le cœur, mais il y a tout un spectre large qui est extrêmement travaillable socialement et que c'est même là que se situe un axe de progrès. Et je pense qu'on en fait beaucoup sur l'identité. Je pense que ce n'est pas quelque chose de très important. Je dis quelque chose de très tabou peut-être, mais l'identité, c'est extrêmement embarrassant. J'ai pas envie, c'est pas un jeu personnel d'une façon générale, j'ai pas envie d'avoir une identité si forte que ça. Je suis quelqu'un. Il y a cet adage médiéval qu'a retrouvé Clément Rosset qui dit j'ignore d'où je viens, je ne sais pas comment je suis né, j'ignore où je vais, j'ignore qui je suis, je ne sais pas quand je vais mourir, et j'ignore pourquoi je suis si joyeux. Et il y a quelque chose qu'il faudrait apprendre aux gens comme ça, leur dire mais c'est pas grave l'identité, c'est pas si grave que ça, c'est pas la liberté l'identité, c'est bien compliqué l'identité, trop d'identité c'est l'absence totale de liberté. Il faudrait déminer l'identité, c'est un luxe. C'est pour ça que c'est intéressant qu'elle s'exprime à travers un talent particulier, Voilà. L'art, la science, voilà. Exactement. Mais le problème, c'est que l'identité aujourd'hui, elle se trouve juste en face de la religion et c'est un mauvais ménage, c'est un mauvais duo parce que c'est extrêmement pauvre. On n'a pas encore entendu Jean-Paul Delevoye et sa réaction. Donc la troisième réaction. Moi, je suis frappé par ce débat parce que, bien évidemment, je le ramène à l'actualité et aux interrogations profondes qui m'interpellent. Comment des hommes et des femmes qui ont eu des parcours républicains communs arrivent à cultiver un sentiment de haine vis-à-vis de l'autre. J'étais très frappé par votre débat sur l'histoire, le passé, le présent et le futur. Pourquoi ? Parce que je pense à Julia Kristeva qui dit « L'homme a un impérieux besoin de croire ». Et je crois que quand je regarde ce qui est en train de se passer dans ce que j'appelle les éruptions citoyennes à l'échelon de la planète, on est tous focalisés sur les gilets jaunes. On a oublié Bernie Sanders aux États-Unis, Corbyn, BP Grillo et tout ce que Stéphane Hessel avait mis en avant. Ce qui me frappe, c'est que je peux me tromper. C'est qu'avant, je voyais des confrontations collectives au nom d'idéologie collective et d'espérance collective. Peut-être quelquefois suicidaires, le communisme, etc., etc., etc. Et maintenant, j'arrive et je constate des confrontations individuelles au nom d'une survie du quotidien. C'est-à-dire que je m'aperçois que tout ce qui faisait la noblesse du politique, et qui quelque part faisait aussi la noblesse du religieux,
c'est d'accepter de vivre un quotidien par rapport à une promesse espérantielle, soit spirituelle, soit matérielle, soit d'un futur. Et à partir du moment où cette perception du futur fait que pour un certain nombre de personnes très précarisées dans leur pensée ou dans leur situation matérielle, se sentent de plus en plus isolées avec comme futur une dégradation annoncée. Les retraités, les précaires, etc., etc. Comment imaginer de réveiller une flamme espérantielle dans un quotidien extrêmement difficile? Et puis les politiques, et là on peut avoir un débat, les politiques, pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, ont fait ressaigner les cicatrices du passé, et quelquefois avec des postures mémorielles qui étaient quelquefois très particulières parce qu'elles étaient plus à connotation électoraliste qu'à connotation historique, et faire en sorte que nous puissions reconstruire un passé commun et tenter peut-être de réconcilier les mémoires plutôt que de les opposer. Et en ayant fait ressaigner les blessures du passé, en ayant détruit l'avenir, on est dans une surconsommation, non pas du présent, mais de l'instantané. Et l'autre devient quelquefois un adversaire. Et j'étais très frappé de voir ce que vous nous aviez dit, sur les menaces. Nous sommes dans un pays, et je pense que un pays qui se vante de se battre pour la liberté d'expression. Et que probablement, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et je partage votre avis, je suis frappé par deux formes de cécité des peuples collectifs et d'hypocrisie des politiques dont je suis. On a tous oublié que quand Hitler était en train de réarmer l'Allemagne, les peuples français et les peuples anglais soutenaient les politiques qui prenaient le désarmement et la paix, parce qu'ils ne voulaient plus ressouffrir, etc. Comment éclairer les peuples? Comment faire en sorte que le religieux ou le politique sera-t-il en mesure demain d'éclairer les peuples, ou sera-t-il dans un cynisme électoraliste contraint de suivre les peuples? C'est toute la question. Le deuxième élément, quand on voit l'élément de Trump, est-ce que demain le politique ou le religieux aura vocation de rassembler par l'enrichissement de la différence ou de cliver par le reflet de la différence au profit d'un pouvoir électoral basé sur des minorités? Et ce qui est en train de me frapper, c'est que dans les outils de socialisation, qui étaient le travail, la famille, les idéologies politiques ou les croyances religieuses, les gens, peut-être, sont de moins en moins pratiquants, mais ceux qui restent se sentent, pour exister, obligés de se radicaliser. Et il faut être de plus en plus de droite, pour être de plus en plus de gauche, de plus en plus musulman, Je suis effrayé par cette radicalisation qui fait qu'on le voit au travers de confrontations de croyances. Et maintenant, c'est même plus de la confrontation de croyances, c'est je refuse celui qui ne pense pas comme moi, et même maintenant, je franchis une étape supplémentaire, j'agresse celui qui ose exprimer une opinion différente de la mienne. Et je vais en même temps être dans un paradoxe incroyable qui est interpellant parce qu'il est en train de miner notre société. Je vais me battre pour défendre la liberté d'expression en revendiquant le droit d'aller casser la gueule au journaliste qui a écrit un article qui désamorce ou condamne mon mouvement. Et donc nous sommes dans des moments mortifères, extrêmement préoccupants, avec des signaux faibles sur lesquels nous avons eu la lâcheté ou l'incapacité de ne pas les voir. Quand je voyais dans des articles célèbres, des articles disent « Les Juifs de France ont peur », et le lendemain, dans un autre journal, « Les musulmans de France sont inquiets », pourquoi on n'a pas réagi pour dire « Mais ce ne sont pas les Juifs de France, ce sont des Français de confession juive. Ce sont des musulmans de confession religieuse. » Et nous avons laissé se développer que dans la République française laïque, l'identité se construisait par la religion, la croyance et l'appartenance, et non pas l'appartenance à la nation. Et c'est quelque chose qui me fascine, parce que là, on peut avoir un débat. Moi, je m'interrogeais sur, au contraire, dans tous les cursus scolaires, est-ce qu'on n'a pas une mésestime de soi et une quête d'identité? Et je m'interroge que dans la différence, est-ce qu'il ne faut pas que je me construise une identité forte pour savoir ce que je peux concéder à l'autre et ce que je peux demander à l'autre de partager avec moi? On a perdu le sens du commun, on a perdu le sens du futur, et on est donc dans une espèce de survie du quotidien qui crée la problématique aussi des minorités. C'est-à-dire que nous sommes devant un choc de légitimité. Je revendique, tu n'es pas légitime parce que tu es élu sur une minorité, tu n'es pas légitime parce que, etc. Et au nom de cette absence de légitimité, je conteste le droit de te, etc. J'ai aussi un choc de crédibilité.
Et ça m'inquiète parce que cette radicalisation du comportement qui fait que dans l'expression politique, au nom de la conviction, j'estime que je ne dois plus manger de la viande, je vais pousser ma conviction jusqu'à aller agresser les bouchers. Je conteste à l'autre de pratiquer son culte. Et donc nous sommes dans des moments où peut-être sommes-nous en train d'assister à des mouvements qui sont en train de nourrir la violence contre l'autre. Et presque l'autodestruction au nom de causes que l'on croit nobles. Et donc est-ce que nous ne sommes pas en train de d'être aveuglés dans une forme de complaisance coupable et d'insouciance coupable, dans laquelle, quand on a vu augmenter les premières expressions politiques des souffrances des peuples par l'extrémisme, le système politique a été très perturbé. Puis ensuite, il a dit « Ah, ça m'arrange parce que j'aurai plus qu'un tour à faire au présidentiel. » Et là, le système est perturbé parce qu'on est en train de lui contester le pouvoir. Et on est fasciné par ça. Et la question que je voudrais vous poser aux uns et aux autres, c'est que je crois qu'il y a un acteur politique qui est rentré et qui est l'opinion invisible. Il y a l'opinion éclairée et il y a l'opinion. Et moi, mon interrogation, c'est qui façonne l'opinion? Qui construit l'opinion? Qui manipule l'opinion? Qui est en train de le pousser à des formes de folie suicidaire qui les poussent jusqu'à menacer un journaliste au nom d'une liberté d'expression? Et personne, et moi le premier, je suis coupable. Quand je vous entends vous promener avec des policiers, mais je devrais me révolter. Quand j'entends Plantu se défendre pour les caricatures et que l'on a instrumentalisé les caricatures, etc., je me dis, mais si on est aujourd'hui... Mais ça a démarré depuis longtemps. Parce que dans le débat politique, les politiques eux-mêmes disaient « Ah, vous n'avez pas le droit de parler de ça ». Il y avait presque une condamnation morale de certaines expressions. Et donc je pense aujourd'hui, on est arrivé à une telle gravité de situation dans laquelle la fragmentation de la société est en route et dans lequel je ne suis pas sûr que sans reconstruction d'un sens commun, il puisse y avoir un semblant de solidarité et donc de rejet de l'autre. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui à une étape dans laquelle on doit tous se repenser à cette interpellation de Solzhenitsyn dans son magnifique discours d'Harvard de 78, en disant « Dans un pays dans lequel il n'y a aucun droit pour se défendre, c'est la catastrophe, c'est le communisme. Mais dans un pays dans lequel on se réfugie derrière un juridisme sans âme et sans aucun sens que l'on donne à la vie, je pense qu'on rentre dans un monde où la spiritualité va être importante. Les défis politiques qui sont devant nous sont des défis de caractère moral. Le transhumanisme, quelle est la limite à ne pas franchir pour préserver l'humain? Au moment où toutes ces questions vont être politiquement au cœur de notre société, comment stabiliser et apporter des réponses apaisantes dans des opinions qui sont en train d'être inflammées par des postures de caractère radical? Et ça, c'est une interpellation, c'est-à-dire que je pense qu'on a une vraie responsabilité. Journalistes, politiques, aujourd'hui, on ne doit plus être dans la complaisance, on ne doit plus être dans la conquête du pouvoir. On a une opportunité extraordinaire dans un communisme qui a montré ses limites et dans un capitalisme qui est en train de montrer à quel point il a réussi sur le plan financier, il a échoué sur le plan de la cohésion sociale. C'est peut-être le moment de dire comment retrouver un projet de société dans lequel chacun puisse se retrouver dans le respect de l'autre. Et ça passe peut-être aussi par l'estime de soi. Et je crois que, et ce sera ma conclusion, on est à un moment opportun. Les gilets jaunes auxquels on assiste, c'est une formidable vitalité démocratique, de gens qui veulent survivre au détriment d'un système qui ne leur a pas donné une espérance de vie. C'est peut-être aussi une instrumentalisation dangereuse pour pousser à tous les extrêmes. C'est peut-être le moment où religieux, politiques, journalistes, nous pourrions débattre justement sur cette soif de croyance, mais comment faire en sorte que la croyance, qu'elle soit laïque, qu'elle soit religieuse, soit orientée sur la tolérance de l'autre et l'enrichissement de la différence et l'enrichissement de l'autre. Et qu'on doit se réjouir de voir, non pas un musulman, mais un Français de confession musulmane exercer dans la République. Comment on doit être attentif, etc. Et je termine simplement là-dessus. Ça a été une interpellation. Lorsqu'au CESE, nous avons voulu, pour la défense de l'environnement, faire un sommet des consciences, nous avions une obsession et peut-être un sens de l'éducation. Comment faire en sorte que chaque enfant, chaque Français, ne considère pas le malheur de l'autre comme un fait divers, mais comme une interpellation pour dire qu'est-ce que je peux faire pour corriger ou pour agir. Quand je vois, nous sommes dans un moment dangereux de la banalisation de la violence, de la banalisation de la disparition de l'autre. Et même quand l'autre souffre, à la limite, ça nous fait presque plaisir. Comment susciter en permanence un éveil des consciences sur quelque chose qui n'est pas banal? Et quand on voit Philippe Val protégé, ça n'est pas banal. Or, on est en train d'accepter cette banalisation d'un fait parce que ça ne nous concerne pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment
où on doit avoir un sursaut, non pas un sursaut républicain pour sauver un système politique, mais un sursaut de société, car sinon, si demain, la fragilité de l'humain est balayée parce qu'au nom etc., on perd ce qui est l'âme de l'humanité. Et je trouve ça extrêmement intéressant que nous puissions avoir des moments d'interpellation, de réflexion, de sensibilisation et surtout de réveil de la citoyenneté, non pas comme un acteur conforme à la loi de la République, mais comme quelqu'un qui peut agir et être responsable de l'autre, même si je ne l'aime pas. Laurent Schlumberger. Hélas, la tendance aujourd'hui est plutôt à renvoyer à la niche privée les convictions essentielles, qu'elles soient religieuses ou non religieuses d'ailleurs, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'adhésion à une transcendance, je reviendrai sur ce mot-là, est systématiquement renvoyé à la niche privée. Or, c'est de ça dont nous avons besoin. C'est de ça dont nous avons besoin. Pourquoi ? Parce que, comme vous le dites très justement, il n'y a plus rien qui fasse collectif. C'est le mot que vous avez envoyé. Ou encore, nous ne savons plus comment articuler le je au nous. Il n'y a plus de nous, sinon des tout petits nous absolutisés, réduits à une identité en béton armé, végane, bretonne, religieuse, peu importe. Mais on se cramponne à une identité qui devient intouchable pour se sentir exister avec quelques-uns. Mais où est la transcendance, puisque c'est par là que ça passe, qui nous permet de vivre ensemble? Nous n'en avons pas et nous nous interdisons d'y réfléchir parce que nous ne savons plus faire, parce qu'on croit que c'est trop dangereux, parce que dans les années 70, dans les cours de lycée, on discutait de ça facilement et on se charriait, il n'y avait aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement chatouilleux, tellement difficile que nous mettons ça de côté. Et pourtant, la République sait le faire. D'abord, la République s'est construite sur cette idée d'une transcendance qu'on ne nommerait pas. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a été promulguée en présence et sous les auspices de l'être suprême. Être suprême, c'est suffisamment vague, chacun peut y mettre ce qu'il veut, il peut y mettre un Dieu, il peut y mettre le progrès, il peut y mettre l'histoire, mais la transcendance qui lui convient. Mais la République est née en désignant un lieu qui la surplombait, qui la dépassait, et que chacun investissait comme il voulait, et que c'était le fait que chacun l'investissait comme il voulait, qui permettait cette conversation commune. En effet, la laïcité, ça vient de bien plus loin que 1905. Il y a eu différentes strates, différentes étapes, et ça a été une étape tout à fait significative. Et aujourd'hui, la République, dans certains lieux, sait entretenir cette conversation des transcendances pour que jamais l'une d'entre elles, qu'elle soit athée, agnostique, religieuse ou autre, ne puisse occuper ce terrain-là. Elle le fait, par exemple, au Conseil consultatif national d'éthique, où les familles philosophiques et les familles religieuses sont représentées en tant que telles, non pas avec des autorités hiérarchiques des différents courants religieux, mais des personnes qui les représentent, qui les expriment, et contribuent à un débat général, et contribuent à éclairer le débat de la société. On l'a vu ces derniers mois avec les préparations de la nouvelle loi bioéthique, contribuent à éclairer le gouvernement. C'est un lieu, mais un lieu trop rare. Il y a le CCNE, il y a la CNCDH. Vienne le jour où il y aura le CESE qui pourra assumer cette fonction-là, mais nous devons, je crois, essayer de démultiplier les lieux où nous pouvons évoquer nos transcendances, donc ensemble, en les débattant, en les confrontant, trouver une transcendance républicaine qui nous rassemble. C'est quelque chose qui se faisait un tout petit peu, on va voir, ça va être l'instant nostalgique, dans le service militaire. On se frottait autour de ces questions-là. En tout cas, ceux qui ont fait leur service militaire ont connu cette expérience-là. Bon, pour des tas de raisons, ça n'existe plus, et puis je ne crois pas qu'il faille y revenir. Mais inventer des lieux où cette conversation puisse se faire, puisque c'est un invariant, il n'y a pas de nous, il n'y a pas de société humaine sans ce besoin de croire, comme le dit Julia Kristeva, ou sans cette transcendance qui nous permet d'avoir une ligne de fuite et d'avancer ensemble, même si un bouger permanent permet de ne pas se fixer sur l'une d'entre elles. Alors il y a des lieux certainement assez courants, quotidiens, où on peut essayer de trouver des occasions pour cette conversation. Moi, j'appelle de mes voeux, par exemple, des conférences de citoyens avec des citoyens tirés au sort, qui me paraissent... comment dirais-je, bien préférable à l'idée de référendum d'initiative citoyenne, où on puisse exprimer, échanger des convictions, les confronter, et dans un consensus, parce qu'on constate que c'est ce qui se passe, surtout dans un tas de questions où il y a ce genre d'assemblée, on peut trouver un consensus fort, non pas par défaut, non pas en rentrant à la niche.
Yann Boissière, vous avez J'ai envie envie de de rebondir réagir. sur quelque chose de très important, à mon avis, que soulignait Jean-Paul Delevoye, mais je vais l'aborder par un proverbe kurde. C'est un cinéaste kurde dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui citait son grand-père et qui disait, donc un proverbe qu'il avait entendu dans sa famille, nous avons un passé désastreux, notre présent est absolument terrible, mais grâce à Dieu, nous n'avons pas d'avenir. Et donc, pourquoi cette citation me semble juste? Parce qu'effectivement, vous avez souligné qu'on est en prise avec deux espoirs, deux choses qui ont été peut-être en lien avant, mais qui ne le sont plus du tout. D'abord, il y a une sorte d'exaspération du présent. Le futur a été évacué, l'espérance a été évacuée, parce qu'effectivement, tout est aplati peut-être par une pensée exclusivement économique et plus politique, qui ne met plus en avant le bien commun, une vision du bien commun, une vision d'avenir, etc. Donc on est dans un présent dont vous avez souligné qu'il n'est même plus un présent, mais une sorte d'instantané. C'est-à-dire qu'à peine entre les mains, il est déjà dissous et il est déjà parti. Donc vraiment, il y a quelque chose qui n'arrive pas à agréger. Et de l'autre côté, ces pensées religieuses qui ont existé quand même pendant quelques milliers d'années, il ne faudrait pas l'oublier, qui effectivement proposaient de la transcendance et pour lequel le sens se récupérait d'une sphère qui n'était pas seulement la sphère de l'expérience, mais quelque chose d'ailleurs, qu'on allait chercher ailleurs, qu'on l'appelle le cosmos, qu'on l'appelle Dieu. C'était le cosmos pour les Grecs, c'était Dieu pour les monothéisme, etc. Mais en tout cas, ce système de sens qui fait qu'on va chercher le sens au-delà de sa propre, de ce qu'on fabrique soi-même. Et je pense que ce qui fait la valeur de Montesquieu, c'est non seulement de faire dialoguer des personnes de convictions différentes, mais encore une fois, ce n'est pas le seul lieu qui le fait, même si on le fait avec un talent particulier dans cette institution, c'est qu'on est à un temps très précis de notre société, que j'appellerais d'un mot un peu gonflé comme ça, le retour du théologico-politique. C'est vrai que la religion s'est installée, mais on n'y songe même pas, mais en quelques années, comme un sujet central, alors même qu'on pensait l'avoir oublié. Il fait un retour parfois violent, et ça nous sidère d'autant plus qu'entre-temps, on a complètement évacué toute culture religieuse. Donc on est complètement démunis face à l'islam, face au judaïsme. Plus personne ne sait parler de religion, parce que tout simplement, on n'a plus la culture de base pour ça. Eh bien, je pense que on est en train de traiter ici, et c'est la vertu de ce dialogue interconvictionnel entre pensées religieuses et non religieuses, d'un problème que on est revenu peut-être 200 ans en arrière, mais pour dépasser un problème que la modernité pensait avoir résolu et qu'en fait elle n'avait pas résolu, et c'est là où est le problème. La modernité pensait avoir mis la religion sous le boisseau, et en fait on constate que c'est pas le cas. Le retour se fait de manière désagréable, mais si on prend la chose au sérieux, peut-être que c'est effectivement ces traditions religieuses ont quelque chose à nous dire. Et on est en train... Léo Strauss, le philosophe, avait voulu traiter le problème de manière philosophique. Il s'était intéressé à Spinoza, qui avait réussi à démontrer, à mon avis, il était tellement intéressant qu'il a eu un impact. Pour moi, c'est pas le meilleur aspect de Spinoza, mais il a réussi à montrer que la théologie ne pensait pas. Il a voulu absolument disjoindre la théologie de la raison, qui sont d'ailleurs deux notions asymétriques. Il aurait pu se contenter de théoriser la nécessaire diminution du religieux dans la société, mais il a voulu aller plus loin. Il a radicalisé le problème pour dire la théologie et la raison, aucune intersection. Donc la théologie ne pense pas. Je pense qu'on est à ce moment-là de notre histoire où on sent qu'on a besoin d'autre chose que d'économique pure et de cet aplatissement, ce rétrécissement sans cesse du monde, qu'on a besoin d'un peu de transcendance. Et donc il faut réinitier le dialogue qui, il y a 200 ans, a été rompu. Les fils ont été rompus. Il y a comme deux camps qui ne se sont plus parlé pendant 200 ans. Et ce que fait Montesquieu, je pense, c'est effectivement la conscience que... Le groupe Montesquieu et les Bernardins à travers différents projets, oui. Mais alors, à la limite, je pourrais personnaliser ce que je suis en train de dire en disant que peut-être, grâce à Montesquieu, dépasser Spinoza. Philippe Val. Oui, plusieurs choses. D'abord, je rebondis tout de suite à propos de Spinoza. On peut difficilement se prononcer sur l'absence de spiritualité dans Spinoza. Alors évidemment, ça n'est pas une spiritualité religieuse, mais il y a chez Spinoza quelque chose qui est commun à beaucoup d'hommes qui se pensent dans leur monde et qui pensent leur monde. Il y a un désir de grâce, et puisque c'est le chemin même de l'éthique, de partie en partie, jusqu'à la connaissance du troisième genre, et qui
qui conduit à la liberté et à la béatitude, et qu'il emploie le mot donc béatitude, Oui, il parle la de joie, béatitude, etc. oui, bien sûr. Donc on ne peut pas simplifier le traité théologico-politique de Spinoza. Il faut lire, enfin, il faut quand même voir que dans l'éthique, il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on peut atteindre de façon clignotante, mais qui peut être aussi un chemin de vie et de liberté, et qui permet de comprendre aussi ceux qui passent par d'autres chemins, mais qui cherchent aussi cette grâce, cette liberté, etc. Ensuite, juste un mot sur la question du sacré. N'importe quoi peut être sacré. Mais le sacré, c'est pas forcément n'importe quoi, mais chacun a son sacré. Les gens qui pensent que certains rituels sont sacrés, moi je peux comprendre. Par exemple, je suis écrivain, je sais que j'ai des rituels complètement irrationnels. Peut-être, je me dis là, je peux pas écrire parce que je suis pas dans cet endroit-là. Peut-être que j'ai pas le vieux vêtement comme la robe de chambre d'Hydro. Enfin bon. Et donc. Le sacré, ça passe par plein de choses, même des petites choses et des grandes choses. Et le sacré est personnel. Et ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est de faire comprendre, et je pense que les responsables religieux, les théologiens, doivent faire comprendre que tout sacré est critiquable, qui peut être tourné en ridicule, parce que le sacré concerne ceux qui croient à ces choses sacrées. Mais il ne concerne pas ceux qui n'y croient pas. Parce qu'il y a des tas de chemins du sacré, il y a des tas de chemins de la béatitude. Et chacun doit pouvoir entendre, même si c'est désagréable, même si c'est parfois blessant, il doit pouvoir entendre des choses terribles sur ses rituels, sur sa foi. Mais par contre, il ne doit pas accepter l'irrespect. Il doit être respecté. Le croyant doit être respecté dans sa personne, dans sa façon de fonctionner, dans son rituel. Lui, en tant que personne, parce que c'est le même que moi. Et donc, je dois le respecter pour des raisons évidentes. En revanche, la critique est très importante. La critique de la religion, la critique du sacré, voire même la critique satirique, irrespectueuse, est très nécessaire. Est très nécessaire parce que si elle n'avait pas lieu, si elle n'avait pas eu lieu, on serait encore dans une société très cruelle, avec des sacrifices, peut-être des sacrifices humains. Donc, c'est grâce à la critique du sacré que précisément on a sorti les textes de l'histoire pour revenir en boucle à ce que Tarek disait en début de cette soirée, pour revenir à l'esprit du texte, pour sortir de l'histoire et retrouver l'esprit. Et donc, pour cela, la critique du sacré est tout à fait nécessaire. Elle doit être acceptée. Je ne dis pas aimée de tous, mais acceptée. Avant de prendre vos questions, je laisserai la parole à Tarek Oubrou, qu'il a peu eu dans cette deuxième partie, et peut-être une réaction à ce qui a été dit. Je suis plutôt perplexe à l'image de mon époque. Une perplexité que nous devons assumer avec modestie. Donc, personne ne peut calculer le lendemain. Donc, il faut vivre pleinement le présent, parce que je pense que l'éternité est dans le présent et que le présent, c'est un futur déjà passé. Et donc, je pense que nous devons avoir la culture du présent sans le présentisme, c'est-à-dire des valeurs très fortes, communes. Et je pense que la transformation de l'ignorance en certitude, c'est le mal de notre époque. Nous sommes angoissés par l'ignorance, tellement nous sommes dans un principe d'incertitude existentielle, que nous essayons de subsumer l'ignorance par la certitude, mais une certitude artificielle qui provoque la radicalisation. Il m'est arrivé souvent de rencontrer des gens très, très sûrs d'eux. Mais en vérité, je découvre qu'ils cachent beaucoup de fissures et beaucoup de brisures et beaucoup de fragilité. Et donc, il y a beaucoup de certitudes de façade, mais quand on cherche dans l'humain, on le trouve très fragile parce qu'il ne veut pas assumer l'ignorance. Et lorsque la conviction devient certitude, c'est le début du fanatisme, quel qu'il soit, athée ou musulman, etc. Je pense que l'humain, il est universel. Et à cet égard-là, on ne peut pas réduire l'être humain à ses pensées. C'est l'être humain qui a la dignité. C'est ce que nous partageons tous. La radicalisation, c'est un phénomène d'abord humain. Il y a violence, il n'y a pas une violence chrétienne, violence
C'est un instinct qui s'approprie du sacré pour exprimer une violence qui est... s'il ne trouve pas l'islam, il va trouver le communisme. S'il ne trouve pas le communisme, etc. Donc, pour comprendre l'homme, il faut comprendre l'animal. Ce sont les instincts qui nous gouvernent, que nous rationalisons, nous intellectualisons par la suite. La violence, on va trouver une théologie de la violence, une philosophie de la violence, la propriété, le territoire. Nous sommes dans l'éthologie qu'il faudrait assumer et qu'il faut, je pense, modérer par la relativité de nos convictions. Je pense que le propre de la foi, c'est le doute. Et celui qui ne doute pas n'a pas de foi. Vive Socrate. Merci beaucoup à tous les 5. Une information pour les prochains mardis. La thématique sera l'Europe face aux Européens. Et vous aurez donc une série sur l'Europe qui vous sera proposée.